Alors, sans plus tarder, je vous présente notre invitée de ce soir, Dr. Ariane Babin. Bonsoir, Dr. Ariane Babin. Bonsoir, Amal, ça va bien? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Je vais prendre quelques minutes quand même pour vous présenter je vais prendre quelques minutes pour présenter à notre auditoire votre cheminement, Dr. Babin, parce que vous avez vraiment un parcours extraordinaire. Peu commun, disons. Dr. Ariane Babin est diplômée de l'Université Laval en médecine dentaire et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires. Elle exerce la dentisterie pendant 5 ans en Abitibi-Témiscamingue et dans la ville de Québec. Et elle fonde le cabinet d'évaluation Babin Consultant en 2017. Dans un souci d'offrir à sa clientèle des évaluations des plus professionnelles et rigoureuses, Dr. Babin est étudiante inscrite au programme de l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprise à York University. Afin d'obtenir l'accréditation EEE, elle est également chargée de cours au premier cycle et consultante pour le micro-programme de gestion de deuxième cycle à la faculté de médecine dentaire de l'Université Laval. Wow! Ouais, Comment vous avez décidé, docteur, de faire ce virage de la dentisterie au domaine de l'expertise? Dit comme ça, j'ai l'air bien occupée, là. Exact. En fait, Amal, ça s'est pas fait par choix. J'ai pas, sans trop rentrer dans les détails et le mélodramatique, j'ai fait une commotion cérébrale il y a plusieurs années et j'ai gardé des séquelles visuelles. Donc, j'ai pas eu le choix de changer de carrière. J'avais pas prévu quitter la dentisterie. C'était ma grande passion, mais on décide pas toujours. Et puis, c'est ça. Donc, à devoir changer, j'ai pris quand même du temps pendant mon MBA pour réfléchir à ce que je voulais faire. Puis c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec l'évaluation d'entreprise. Oui. Et c'est là que je me suis dit, tant qu'à le faire, on va aller chercher le titre d'expert en évaluation d'entreprise. Exact. Processus qui prend 3 ans, là, que je suis sur le point d'achever. OK, parfait. Bon courage, bonne réussite. La vente ou l'achat d'une clinique dentaire, Dr. Babin, est un événement important dans une carrière et représente le fruit de nombreuses années de travail. Afin de maximiser le produit de la vente d'une clinique, ce soir, vous allez nous apprendre 3 éléments. Comment prendre de bonnes habitudes financières tout au long de sa carrière, démystifier les mythes reliés à la valorisation d'une clinique dentaire et aussi vous allez nous parler comment découvrir les éléments qui auront un impact à la hausse ou à la baisse sur la valeur de votre entreprise et apprenez à les contrôler. Ma première question, est-ce qu'il faut penser à la valorisation de son entreprise dès maintenant, même si on ne pense pas de vendre sa clinique avant plusieurs années? Et aussi, quand on parle de valeur d'entreprise, j'aurais tendance à dire qu'on s'adresse aux dentistes qui veulent vendre leur clinique prochainement. Bien, pas du tout, Amal, au contraire. La raison même pour laquelle j'ai eu envie d'aborder ce sujet-là ce soir, c'est que trop souvent, les dentistes, quand je vais les rencontrer au moment de vendre, ils me disent « J'aurais dû te rencontrer avant. » J'arrive dans la clinique au moment où ils sont prêts à vendre, oui, mais je me rends parfois compte que les chiffres, la rentabilité n'est pas au rendez-vous. C'est des dentistes qui ont déjà déjà commencé à diminuer graduellement. Donc, combien de fois je me suis fait dire « J'aurais dû te rencontrer il y a 5 ans pour mettre en place les meilleures stratégies. » Donc, c'est un petit peu ça, la base de cette rencontre-là ce soir. Donc, avant de parler du cœur du sujet ce soir, soit comment maximiser la valeur d'entreprise dans le temps, soit tout au long de la pratique, c'est important de comprendre quelques notions théoriques. Donc, on peut peut-être partager le PowerPoint. Oui, tout de suite, on va partager le PowerPoint. Donc, c'est ça, c'est important de comprendre quelques notions théoriques. Donc, d'abord, comment est-ce qu'elle est déterminée, la valeur dans une clinique? L'évaluation d'entreprise, c'est à la fois la combinaison d'analyse approfondie des états financiers, c'est-à-dire la rentabilité de la clinique,
mais également l'analyse de plusieurs facteurs de risque. On ne peut pas seulement regarder les chiffres. Donc, dans nos recherches, on va s'assurer d'ajuster tous les éléments des états financiers qui sont soit non récurrents, comme par exemple des dépenses liées à une poursuite ou encore à une mauvaise année due à un congé maladie, et également les dépenses discrétionnaires, c'est-à-dire toutes les dépenses personnelles qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation de la clinique. On va aussi effectuer l'analyse de plusieurs facteurs de risque propres aux dentaires, mais propres également spécifiquement à la clinique, afin de déterminer c'est quoi le risque propre à la situation de chacun. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces deux éléments-là qui va être la base de toute évaluation d'entreprise. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ce soir, comment contrôler ces éléments-là dans notre quotidien. D'accord. Donc, c'est la rentabilité et le risque qui nous donnent notre valeur, docteur Babin? Bien, c'est exactement ça, Amal. C'est excessivement important de comprendre la corrélation entre le risque et le rendement et par le fait même le prix. Donc, plus le risque est élevé, plus le rendement souhaité par l'acheteur va être élevé pour compenser le risque. Donc, la conséquence va se traduire inévitablement par une baisse dans le prix. C'est le même principe quand on achète des actions très risquées. On espère avoir un gros rendement en retour et beaucoup d'argent. Donc, un acheteur va être disposé à payer un prix plus élevé quand la transaction va apparaître moins risquée à ses yeux. Excellent. Je vais juste faire un petit rappel à tout le monde qui nous écoute ce soir. C'est que si vous aimez vraiment le sujet, essayez de nous envoyer des thumbs up, puis essayez aussi de commenter. Si vous avez des questions pour notre expert de ce soir, elle est là pour répondre à toutes vos questions, alors profitez-en. Oui, certainement, ça va me faire plaisir. Excellent. Pourquoi parfois le prix négocié est différent de la valeur? C'est ce que vous venez de dire. Et comment savoir la vraie valeur sur le marché? Oui, ça, c'est la question que je me fais poser régulièrement. Pourquoi le prix n'égale pas toujours la valeur de l'évaluation, le prix négocié? Donc, je vous invite à réfléchir à certains facteurs. Donc, il se peut que les acheteurs et les vendeurs possèdent des connaissances et des compétences en négociation qui sont différentes. Donc, nécessairement, un des partis va en tirer avantage. Mon conseil, ça serait entourez-vous d'une bonne équipe peut vous aider. Si vous ne vous sentez pas apte à négocier vous-même, entourez-vous d'une équipe qui va pouvoir vous aider. Je donne un exemple. Si vous négociez avec un regroupement qui a déjà procédé à l'achat d'une dizaine de cliniques dentaires, c'est certain que leurs compétences en négociation risquent d'être grandement supérieures aux vôtres. Donc, avec une équipe, vous allez pouvoir aller tirer le meilleur de votre négociation et d'avoir le meilleur. C'est la tendance, docteur Babin, dernièrement. Hein? Dans l'Amérique du Nord, on voit beaucoup de regroupements. On en voit énormément, il y a eu une explosion. Ça fait partie de notre nouvelle réalité. Et puis, c'est ça. Donc, on doit apprendre à s'adapter. Exactement. Exactement. Donc, vous nous conseillez quand même de faire affaire avec des experts qui peuvent nous aider, nous supporter vraiment dans les démarches, surtout si c'est une grosse corpo qui vient acheter la clinique. Ça nous prend quand même des experts pour les bons conseils? Oui, particulièrement dans ces situations-là, entourez-vous d'avocats et de comptables qui connaissent le dentaire, qui sont habitués de voir les clauses transactionnelles spécifiques au dentaire, qui vont être capables de bien vous conseiller selon ce que vous souhaitez pour le futur. Là. Donc, oui, effectivement, très bon conseil. Il y a également des facteurs émotionnels qui peuvent l'emporter sur l'analyse. J'entends souvent le commentaire, mais là, ma clinique, c'est mon bébé, ça fait 20-25 ans que je développe ça et c'est vrai, c'est votre bébé, mais quand on est dans un processus transactionnel, c'est excessivement important de rester objectif. Donc, parfois, là aussi, l'équipe transactionnelle peut nous aider avec le volet objectivité. Donc, aussi, il se peut que le prix soit exercé suite à un acte forcé. Si on tombe malade, on n'aura peut-être pas le temps de mettre notre clinique sur le marché suffisamment longtemps pour avoir le meilleur prix. Donc là, oui, peut-être qu'on va avoir un prix moins bon parce qu'on est forcé de vendre rapidement. Ça, malheureusement, c'est souvent hors de notre contrôle. Puis, il y a également les conditions de la transaction. Donc, c'est sûr que s'il y a une partie du montant qui est négociée, qui est en balance de prix de vente, qui va être donnée dans 1 an, 2 ans, bien, l'acheteur est plus enclin à donner un gros montant parce qu'il sait qu'il en paye une partie plus tard. Donc, ça aussi, ça vient impacter la différence entre prix versus valeur. Donc, la seule manière réelle de déterminer le prix qu'on peut avoir pour
une clinique, mais toute entreprise, c'est de la mettre réellement sur le marché libre et négocier une transaction entre deux parties. Donc, c'est la meilleure façon pour savoir la valeur de notre clinique, c'est vraiment de la Le laisser prix. libre. Le prix, c'est ça. Prix. La valeur théorique va être calculée selon l'analyse financière et l'analyse du risque, mais maintenant, tous les facteurs dont je viens de discuter peuvent faire en sorte que il suffit qu'il y ait une surenchère, plusieurs acheteurs. Tu sais, c'est tous des facteurs qui font que le prix et la valeur vont différer. Exact. Alors, j'invite encore les gens, s'ils ont des questions sur ce que vous venez de mentionner, n'hésitez surtout pas à nous écrire dans la barre commentaire. On va lire toutes vos questions. Je vais juste lire le petit compliment de Dr. Sylvain Giroux qui dit « Puis elle est super, puis elle est belle, puis elle est humaine, puis je l'aime. » Merci, Dr. Giroux. Je tenais vraiment à lire tout ça parce que je trouvais ça cute. Ah, c'est gentil. Alors, on le voit pas, mais je rougis à la caméra. Ouais. C'est vraiment un beau compliment, Dr. Giroux. Alors, quels sont les éléments qui ont un impact sur la valeur de l'entreprise, docteur? Oui, ça, c'est la vraie question. Mais la réponse est simple. Un bon contrôle de la rentabilité, puis une maîtrise des facteurs de risque de notre clinique, qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est ça qui va nous aider à générer la meilleure valeur d'entreprise. OK. Alors, comment faire pour améliorer sa rentabilité dès maintenant? Ça, c'est la bonne question. Ça, c'est la bonne question. Donc, j'entends souvent que l'amélioration de la rentabilité va passer par l'augmentation du chiffre d'affaires. Tu sais, tantôt, on parlait des mythes reliés à l'évaluation d'entreprise. Ça, c'en est un. C'est parfois vrai, pas toujours. Donc, on voit parfois des dentistes qui vont mettre la pression sur leurs équipes pour augmenter les ventes de plans de traitement. Oui, l'exemple suivant va vous démontrer que ce n'est pas toujours la bonne stratégie à adopter. Ici, dans l'exemple, on observe que la clinique B a un chiffre d'affaires de 250 000 $ de plus élevé que la clinique A, mais au final, il leur reste à peu près la même chose dans les poches. On voit que le bénéfice, même le bénéfice net de la clinique B est un petit peu inférieur à celui de la clinique A. Donc, l'augmentation du chiffre d'affaires, oui, mais il faut le faire de la bonne façon parce que sinon, ça ne se traduit pas toujours par une augmentation de la rentabilité. Donc, il faut considérer un ensemble de facteurs. Si on regarde le graphique de la diapositive suivante, on va constater que l'augmentation de la rentabilité passe par un amalgame de plusieurs facteurs. Oui, celui-là, c'est parfait. Donc, oui, l'augmentation du chiffre d'affaires est importante, mais il ne faut pas le faire au détriment de la dynamique dans l'équipe. Si vous essayez de changer la culture d'entreprise du jour au lendemain, c'est certain que vous risquez peut-être de perdre des employés. Puis au final, peut-être d'avoir une baisse de votre chiffre d'affaires. Vous allez peut-être même devoir les engager d'autres gens à des coûts plus élevés. Donc, quand vous désirez augmenter le chiffre d'affaires, l'important, c'est d'abord analyser comment votre équipe va réagir, comment vos patients vont réagir. Est-ce que vous essayez d'abord d'augmenter les ventes ou vous essayez d'augmenter le nombre de plages horaires, le nombre de patients qui vont être vus, deux choses complètement différentes pour augmenter le chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez suffisamment de salles? Est-ce que vous avez suffisamment de personnel disponible? De patients? Avez-vous une liste d'attente? Donc, c'est quoi votre culture d'entreprise? Tout ça, c'est des éléments que vous devez réfléchir avant de dire, bon, mais j'augmente mon chiffre d'affaires. Personnellement, quand je rentre dans un dossier, une analyse financière, en vue d'établir une stratégie, c'est des éléments que je regarde, c'est les questions auxquelles j'amène le dentiste à réfléchir pour prendre le bon point de départ. Maintenant, au niveau des frais variables, je dirais que la clé, c'est d'avoir des outils de suivi. Donc, dans un premier temps, vous êtes capable de vous assurer, assurez-vous de vous situer par rapport au marché. Est-ce que les cliniques de taille similaire à la mienne ont des ratios de dépenses inférieurs ou supérieurs à ma clinique? Où est-ce que je me situe dans la fourchette des comparables? Donc, si vous êtes bien positionné, oui, c'est super, mais est-ce que je peux faire mieux? Sinon, bien, pour quelles raisons? Donc, ça, c'est ces fameux ratios-là. Vous pouvez, si vous avez un comptable spécialisé dans le dentaire, il va être en mesure de vous aider. Sinon, il y a des consultants qui peuvent vous aider avec ça. Puis si vous êtes vraiment dans le néant, lâchez-moi un petit coup de fil, puis ça me fera plaisir de vous aider avec quelques ratios. Donc, ensuite, une fois que vous avez cette réponse-là, bien, l'idée, c'est d'avoir des indicateurs de performance qui vont vous permettre de suivre votre évolution dans le temps.
Donc, oui, c'est certain que ça prend un certain temps à faire à tous les mois pour le suivi. Il faut s'organiser, mais dites-vous que ceux qui le font sont souvent gagnants au bout de la ligne. Pour ce qui est des frais fixes, le mot le dit, bien, ils sont fixes. Hein? Donc, à court terme, on ne pourra peut-être pas changer grand-chose, mais on peut toutefois porter une attention particulière au renouvellement des contrats, donc surtout ceux à longue durée. Par exemple, si votre bail n'est pas très avantageux ou il contient des clauses qui n'ont pas été très bien négociées, donc là, dans l'immédiat, ça ne vous dérange pas, mais quand vous allez vendre votre société, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, si vous avez laissé ça aller, bien, ça pourrait potentiellement être un deal breaker pour les acheteurs éventuels. Donc, c'est maintenant, quand vous allez renouveler, qu'il faut se dire, est-ce que tout est en place pour que dans le futur, ça se déroule bien au niveau de ma vente? Il faut le penser à l'avance. Donc, on constate que l'amélioration de tous les facteurs de rentabilité ont un impact sur la valeur. Donc, oui, meilleur rendement, meilleure valeur, c'est le point numéro 1. Excellent. Alors, j'aimerais juste mentionner à nos auditeurs s'ils ont des questions par rapport à tout ce que vous venez de nous mentionner au niveau de l'augmentation du chiffre d'affaires, optimisation des frais variables, optimisation des frais fixes, amélioration des marges bénéficiaires, plus d'argent dans vos poches, augmentation de la valeur de votre clinique. Juste posez-nous des questions. Notre expert est là pour y répondre. Puis là, j'ai un petit commentaire de Madame Manon Landry qui dit « C'est la première fois que j'entends parler du facteur de risque. Ça a beaucoup de bon sens. » Oui, effectivement, c'est la base de toute évaluation d'entreprise, pas seulement dans le dentaire, mais tout type d'entreprise. Oui. Elle a dit « Lu, puis je vais avoir des comparables. » Elle a dit « Je vais avoir des comparables où, en fait? » Elle pose une question. Oui, je vais avoir des comparables où? Les gros comparables, là, masse salariale, fourniture, je vous dirais que les comptables, les représentants dentaires ont tous une assez bonne idée les comptables dentaires, là, un comptable qui a 2 clients dentistes ne le saura peut-être pas, mais la majorité des intervenants du dentaire vont avoir une assez bonne idée, là, puis vont être capables de, quand vos états financiers sortent, ben, vous pouvez faire le pourcentage. Je regarde c'est quoi ma masse salariale versus mon chiffre d'affaires cette année versus l'année dernière. Est-ce qu'il a monté? Est-ce qu'il a diminué? Si oui, ben pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison qui l'explique? Si je me rends compte que j'ai 10 de plus de masse salariale et qu'il n'y a pas de raison, ben, je vais me poser des questions. Est-ce que c'est parce que mon chiffre d'affaires a diminué puis je paye du monde à rien faire? Est-ce que c'est parce que je viens d'engager une coordonnatrice, ça me coûte beaucoup plus cher, mais ça ne s'est pas reflété dans le chiffre d'affaires? Donc, il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment du cas par cas, mais avec ces analyses-là, ça nous amène à nous poser des questions pour essayer de se dire, bien, dans ma situation à moi, est-ce que ça me donne des petits indices sur des choses que je pourrais améliorer? Je sais que vous nous avez préparé vraiment un document par rapport aux facteurs de risque. Oui. Je vais juste partager l'écran pour que vous puissiez nous rentrer plus en détail. Comment peut-on vraiment contrôler les facteurs de risque? Je vais partager mon écran tout de suite. Et voilà. Bon, ici, le tableau que je présente, c'est mon analyse personnelle des facteurs de risque. Donc, c'est sûr que tout le monde qui entre dans un dossier transactionnel va évaluer ses risques à sa façon. Donc, le banquier, quand il finance, il va regarder les risques qui sont reliés à est-ce que la personne va être en mesure de payer son prêt pour les 10 prochaines années. Donc, il y a certains facteurs qui sont très, très importants pour lui. Moi, quand j'évalue une clinique, je regarde les risques en me disant quels sont les risques qui vont faire en sorte que l'acheteur va avoir le potentiel de continuer à avoir la même rentabilité. Donc, qu'est-ce qui va lui mettre des bâtons dans les roues? Puis, au contraire, qu'est-ce qui va le propulser dans sa croissance? Donc, moi, c'est ce que j'essaie d'aller chercher comme information quand je fais l'analyse de risque. Donc, ce que je vous présente ici, c'est des risques que je regarde au moment de la vente. Mais il y en a plusieurs là-dedans qu'on peut déjà préparer à la vente. Et pour vous, bien, ça va avoir un impact sur votre rentabilité. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Vous améliorez vos marges bénéficiaires et plus d'argent dans vos poches. Puis, vous vous préparez à avoir un produit plus attrayant, si je peux dire, pour les années futures.
Donc, si j'en regarde quelques-uns avec vous, le bail, ben, on s'assure justement d'avoir négocié les clauses les plus avantageuses possibles, puis d'avoir un bail pour une durée suffisamment longue pour pas, si l'acheteur arrive, lui va avoir besoin d'un bail pour au moins la durée du financement. Donc, c'est sûr que si vous renouvelez votre bail à chaque année, rendu au moment de la vente, ça ne sera plus possible une formule comme ça. La banque va exiger un bail d'au moins 10 ans, la durée du financement. Donc, vous pouvez tout de suite en parler au bailleur puis essayer de modifier ça. Ensuite, les contrats. Contrat de dentiste invité, bien, c'est sûr que moi, quand je rentre dans une clinique et que le vendeur n'a pas signé de contrat de dentiste invité, il faut avoir des bonnes discussions pour voir c'est quoi le risque que le dentiste invité quitte, aille s'ouvrir pas loin et ramasse une bonne partie de la clientèle. Parce que si, au même titre que signer un contrat de signé, mais qu'on n'a pas de clause de non-concurrence et de non-sollicitation, c'est ça les points importants dans le contrat pour protéger votre achalandage, parce que votre achalandage fait partie de ce qui vous amène la rentabilité. Donc, si vous en perdez la moitié parce que vous n'êtes pas protégé, facteur de risque majeur. Donc, préparez-vous, signez vos contrats. Tout ce qui est au niveau de la rentabilité, on a discuté un petit peu plus tôt. Les dossiers actifs, moi, ce que j'aime voir, c'est est-ce qu'il y en a assez des dossiers ou il n'y en a pas assez? On dit qu'en moyenne, un dentiste a environ 1500 dossiers actifs. Moi, si je me rends compte que le dentiste en a 2500, bien, mon facteur de risque est contrôlé. Même qu'au niveau de la croissance, on a beaucoup de potentiel parce qu'il pourrait ajouter un autre dentiste. Et si je me rends compte qu'il y en a 1100, bien, on va se dire, oh, peut-être qu'il est en train de faire sa pédale dans ces 1100 dossiers, puis que ça va être difficile de reproduire le chiffre d'affaires dans le futur si les nouveaux patients ne sont pas au rendez-vous. Donc là, on vient combiner l'analyse des nouveaux patients. Donc, c'est vraiment des éléments qui font en sorte qu'on peut placer les cartes pour le futur. Nouveaux patients, un mythe que j'aimerais démystifier, j'entends souvent « Ah, moi, j'ai plus de place dans mon horaire, je n'accepte plus les nouveaux patients. » Oui, j'entends encore ça en 2020. L'érosion naturelle fait qu'on perd des patients à chaque année, environ 6 à 8 des patients annuellement pour des décès, des fermetures de dossiers, des gens qui traversent peut-être une passe financièrement ou ils vont moins chez le dentiste, des déménagements. Si on ne continue pas à avoir des nouveaux patients, même si notre horaire est plein, on a un achalandage qui est en décroissance. Donc, ça, c'est sûr que ça fait peur aux acheteurs, ça fait peur aux banquiers. Donc, d'avoir un achalandage en croissance, c'est très positif. Donc, j'ai une question par rapport aux associés. J'ai ici Francis Blouin qui dit « J'ai entendu dire que les clauses de non-concurrence sont irrécevables en cours. Il paraît que le droit de gagner un revenu est supérieur à la non-concurrence. » Oui, en fait, là, ça serait plus du ressort d'un avocat. Je vais vous dire ce que j'ai entendu de ça de la part de certains avocats, mais là, si ça vous inquiète, je ne suis pas avocate. Il faudrait vraiment valider ce point-là avec un avocat. Mais dans l'ensemble, effectivement, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de travailler. Donc, si les clauses sont abusives, c'est souvent dans ces cas-là où, de ce qu'on m'a rapporté, que ça ne tient pas en cours. Exemple, une clause qui empêcherait quelqu'un, qui l'obligerait à faire 1 heure de route pour aller travailler, ça tomberait à l'eau, effectivement. Mais si c'est une clause de 2 km et qu'il y a d'autres cliniques ailleurs dans la ville, ça, souvent, ça va fonctionner. Mais peut-être que ça pourrait être un bon sujet à aborder dans un prochain webinaire avec un avocat. Parce que, je le répète, je ne suis pas avocate. Ne prenez pas ce que je viens de dire pour votre processus décisionnel. C'est hyper important. J'ai pris note, puis on va inviter un avocat pour parler de ce sujet-là, définitivement. Oui, oui, oui. Est-ce que vous voulez encore que je partage l'écran, Dr. Babin? Non, on pourrait passer au prochain sujet, oui. Excellent, mais parce que là, j'ai une question de Mme Manon Landry. Elle a dit à quel point les employés ont une valeur? En fait, ce qu'on va regarder au niveau des employés, moi, j'aime bien regarder le salaire auquel ils sont payés. Est-ce qu'ils sont autour du marché? Les vacances, l'ancienneté. Qu'est-ce que j'essaie d'aller voir avec ça? C'est sûr que des fois, j'arrive dans des cliniques où les salaires sont
excessivement élevés. Les horaires sont très beaux, les vacances sont excessives. Des employés qui ont été chouchoutés. Puis c'est pas négatif, c'est juste qu'il faut penser au moment de la vente où l'acheteur il sera peut-être pas en mesure d'offrir toutes ces conditions-là hors de l'ordinaire que cette équipe-là a eu. Des fois, j'ai des dentistes qui me disent oui, mais c'est comme ma famille. On est une famille, je comprends, mais l'acheteur, peut-être qu'il ne voudra pas payer 12 semaines de vacances à tout le monde. Donc, c'est des éléments comme ça où on essaie de mettre le doigt et de juste de dire, mais regardez, ça, peut-être que ça va être plus difficile. Donc, tantôt, on parlait d'objectivité. Les employés, c'est souvent un côté où l'objectivité, c'est plus difficile parce qu'effectivement, on partage notre quotidien avec ces gens-là. On veut les traiter du mieux possible. Donc, peut-être que ça serait de le faire de façon différente, par des bonus, ou si on s'approche de la vente principalement, là, de le faire avec des bonus ou d'autres choses parce que quand on achète une société, quand on achète des actions, bien, on achète le passé légal et fiscal de l'entreprise, puis on va être tenu de poursuivre, de donner les mêmes conditions aux employés. Donc, des fois, ça pourrait freiner certains acheteurs. Ils vont dire, bien, écoute, je parle de la rentabilité parce que ça n'a pas d'allure, là, ce qu'il faut que j'honore. Donc, ça, c'est un des aspects importants. L'autre aspect, bien, c'est si on voit qu'il y a un gros roulement, c'est sûr que ça peut sonner une petite cloche. Puis là, on va se dire, OK, est-ce que je risque de freiner ma rentabilité parce que je ne serai pas capable de garder l'équipe? Donc, ça aussi, ça peut être un des éléments là, qui va... Est-ce que j'ai des employés de longue date qui vont pouvoir, qui sont connus de tous les patients, qui vont pouvoir m'aider dans ma transition d'achalandage? Ça aussi, ça c'est des forces, c'est des points positifs. L'hygiéniste que tout le monde connaît, la secrétaire qui connaît tous les patients par leur nom, on veut qu'elle reste, on veut qu'elle aide à la transition. Donc, oui, les employés sont importants. c'est les deux aspects que je regarde, moi, quand je regarde les employés. Excellent. Mais moi, j'ai une question par rapport à l'état actuel. Le marché connaît une pénurie de main-d'œuvre extrêmement agressive à cause de la COVID et à cause de tout ce qui se passe, de la situation économique. Comment les propriétaires, comment les dentistes doivent gérer ça, d'après vous, pour les employés? Parce que j'ai la question ici pour dire, j'ai encore Manon Lanté qui nous demande, c'est quoi un salaire trop élevé à Montréal? Montréal, là, on commence à voir de tout. Ça a commencé il y a peut-être un an, en tout cas pour ma part, à avoir des salaires d'hygiène vraiment beaucoup plus élevés. J'ai vu des salaires, j'ai rien vu qui dépassait 50 de l'heure, mais j'ai vu jusqu'à 50 à certains endroits à Montréal. C'est sûr que actuellement, la pénurie fait qu'il y a une surenchère. À court terme, on n'y peut rien. Il y a des dentistes qui me disaient, regarde, je ne peux pas payer ça, mais je n'ai pas le choix, sinon je ne trouve personne. Donc, oui, effectivement, actuellement, il y a une gestion. Oui, c'est problématique dans certains cas parce que, des fois, ben, ça vient compromettre beaucoup la rentabilité de la clinique. Mais effectivement, dans certaines situations, il n'y a pas de solution miracle. Oui, effectivement. On est en situation de pénurie, donc... Puis au niveau des investissements, Dr Babin, comment vous voyez ça? Quel est le bon moment pour en faire de l'investissement? Dans quel élément est-il pertinent d'investir? Oui, c'est une excellente question. Avant de répondre, j'aimerais ça faire la distinction entre les investissements juste avant de vendre et les investissements qu'on fait tout au long de la carrière, parce que c'est deux éléments très différents et je ne voudrais pas que les propos de un soient pris pour l'autre. Donc, je t'inviterais, Amal, à montrer les photos. Donc, j'ai mis une petite photo d'une piscine et d'une cuisine. Et je me fais toujours poser la question, est-ce que c'est chez toi? Non, ce n'est pas chez moi. Voilà, c'est dit. Mais la fameuse question, pour une maison, on le sait, est où la valeur? Si on rénove notre cuisine, on va avoir beaucoup de valeur. Si on met une piscine, on sait qu'on va récupérer moins de valeur. Bon, dans une clinique dentaire, c'est quoi la piscine? C'est quoi la cuisine?
Malheureusement, c'est pas aussi noir ou blanc pour la clinique dentaire. Ça va vraiment varier en fonction de quelle phase de notre carrière on se situe, la nature de l'investissement, l'impact de l'investissement sur la rentabilité. C'est observable depuis combien de temps, le type de clientèle, le secteur de pratique. Donc, je vous propose de vous donner un exemple pour rendre tout ça plus concret. Parce que mis comme ça, je suis consciente que ça peut être un peu flou comme réponse. Donc, le but quand on fait un investissement, c'est de se dire, est-ce que je vais être capable d'aller chercher un certain retour sur l'investissement? Donc, je vous donne un exemple d'une rénovation de salle d'attente. J'ai une clinique numéro 1 qui décide de rénover sa salle d'attente en mettant des beaux divans de cuir italien, un beau comptoir de marbre, vraiment quelque chose de chic. La clinique est dans un milieu huppé. La clientèle est très niche, vient pour des traitements très dispendieux, d'esthétique. Et quand elle rentre dans la nouvelle salle d'attente, elle trouve ça absolument formidable. Et là, le bouche à oreille fait qu'on va avoir une croissance de l'achalandage, puis ça va se répercuter sur le chiffre d'affaires et on va augmenter notre rentabilité. Donc, ce dentiste-là, d'avoir été mettre le paquet pour la salle d'attente, il va avoir réussi à créer un momentum et augmenter l'achalandage autour de ça. Donc, il va augmenter sa valeur. Mais la même rénovation dans une clinique en région, en milieu rural, pour laquelle il y aurait le prochain dentiste est à 45 minutes de voiture, dans un contexte où les patients sont captifs et ils ne pourront pas changer de clinique. Ils peuvent, mais c'est avec certains efforts. C'est sûr que d'aller mettre autant d'argent dans la salle d'attente, on n'aura pas le même retour sur investissement. Notre chiffre d'affaires n'augmentera pas. Donc là, on peut peut-être considérer quelque chose d'aussi beau esthétiquement, mais un peu plus à moindre coût. Donc, un beau stratifié avec un look intéressant plutôt que le comptoir de marbre. L'idée, c'est de faire un investissement pour garder la clinique fonctionnelle et opérationnelle. On ne veut pas désinvestir. Il faut garder la clinique up-to-date, mais avant de le faire, c'est de se dire justement, c'est quoi mon type de pratique, ma clientèle. Même chose si je fais un investissement technologique. Donc, si j'investis dans un appareil qui me permet de sauver les coûts de laboratoire, de diminuer mon temps de chaise, un rendez-vous plutôt que 2, moins de matériaux de fourniture, ça aussi, ça a un impact sur la rentabilité. Je vais être capable de rentabiliser davantage ma clinique. Donc, l'achat de cet équipement-là va me permettre d'augmenter ma valeur. Mais ça ne se verra pas au moment zéro de l'achat. Ça va se voir peut-être 2-3 ans plus tard quand on va avoir généré la rentabilité associée à cet équipement-là. Donc, c'est ça, la démonstration que tu nous montres, Amal, c'est un peu ça. C'est 2 cliniques qui vont vendre dans 3 ans. Une qui change 3 chaises opératoires et la salle d'attente, alors que l'autre investit dans un équipement qui lui permet de sauver des coûts. Dans le scénario 1, on ne sera pas nécessairement capable d'aller dégager de la rentabilité supplémentaire, alors que dans le scénario 2, on va être capable d'aller en générer. Donc, c'est ça. Excellent. Puis là, si on peut, est-ce qu'on passe à la prochaine question, docteur? Mais parce que j'ai Manon Landry qu'elle demande. Elle dit, j'aimerais avoir le numéro de téléphone de docteur Babin, s'il vous plaît, à la fin de la conférence. Oui, on va vous le donner. J'allais justement dire, docteur Landry, appelez-moi, on jasera, ça va me faire plaisir. Ça fait plaisir. Alors, ma prochaine question, mais est-ce qu'on est en train de nous dire de ne pas investir dans la clinique car les améliorations locatives n'apportent pas de valeur? C'est ça, pas du tout. Comme je l'ai mentionné précédemment, la valeur d'entreprise, c'est un tout. Avant de répondre plus à la question, donc, la valeur d'entreprise, c'est un tout. C'est un tout qu'on obtient, comme je disais, en combinant l'analyse de la rentabilité et des facteurs de risque. Ça nous donne une valeur. Cette valeur-là, moi, j'aime ça l'appeler mon gâteau. Chaque portion de gâteau est représentée par une catégorie d'actifs de votre clinique. Donc, vos équipements, amélioration locative, matériel informatique, etc. Et la part de gâteau restante, c'est l'achalandage. La clé ici, ça va être d'investir au bon moment. Lorsque j'ai donné mon exemple, c'était dans un contexte où les investissements
allait avoir le temps, allait pas, tantôt le 3 ans, il n'allait pas nécessairement avoir le temps de se rentabiliser. Donc, si j'investis dans ma salle d'attente juste avant de vendre, puis que ça ne génère pas de rentabilité supplémentaire, ça va être difficile pour un acheteur de justifier un montant beaucoup plus grand parce que lui, au final, l'argent qui va rester dans ses poches, bien, il va être le même avec ou sans nouveau comptoir, pardon. Donc, le moment où on investit est primordial dans notre processus décisionnel. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas investir dans votre clinique, pas du tout, mais il faut le faire de manière, si je peux dire, assez continue au courant de la vie pour garder la clinique fonctionnelle et opérationnelle. Puis, c'est sûr que si on a désinvesti dans notre clinique, oui, à court terme, notre rentabilité augmente, on dépense moins, mais on est en situation de désinvestissement. Résultat, dans 20 ans, on va se réveiller, puis on va avoir besoin d'injecter un montant massif pour remettre la clinique au standard du jour. Donc, ça va paraître sur la valeur de la clinique, ça va devoir être considéré. Donc, oui, vous avez une belle rentabilité au moment de la vente, mais vous allez vous faire prendre dans le détour parce qu'on va le considérer, on doit considérer les investissements futurs dans l'évaluation. Donc, ce n'est jamais la bonne option de désinvestir pour faire augmenter la valeur. Mais là, il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce qui arrive? Là, je me rends compte que j'ai désinvesti, puis je veux vendre ma clinique bientôt. Qu'est-ce que je devrais faire? Bien, moi, je vous dirais peut-être, tu sais, n'investissez pas juste avant de vendre. Vous ne serez pas capable d'aller rechercher tout ce retour sur investissement-là. Si, par contre, vous vous rendez compte que c'est un deal breaker, que vous n'êtes pas capable de vendre la clinique pour ça, bien, il y a peut-être des petits éléments qui peuvent être améliorés sans trop de frais pour rendre la clinique plus attrayante, mais pour que vous dépensiez de façon minime, là, si je peux dire. Donc, c'est d'essayer d'aller le faire stratégiquement. Pour que vous ayez votre plus grande valeur. Exact. Donc, l'idée, c'est de garder la clinique fonctionnelle et opérationnelle. Mais docteur, c'est sûr et certain, dans la situation qu'on a présentement de la COVID, est-ce que vous conseillez les dentistes de vendre leur pratique? Est-ce que c'est le temps de vendre avec tout ce qu'on vit présentement? Toute l'investissement. Très bonne question. J'aurais dit il y a quelques mois, c'est pas le temps de vendre, on va attendre que la rentabilité retrouve une normale, oui. Mais à voir comment se comporte le marché. Il y a beaucoup d'acheteurs qui traitent la COVID comme un événement extraordinaire, un événement non récurrent. Bien que personnellement, mon point de vue d'évaluateur, un événement qui va persister dans le temps, peut-être 2 ans, 3 ans, on doit le considérer, mais actuellement, dans le marché, c'est comme si ça a plus ou moins d'impact sur les prix négociés. Ça en avait il y a quelques mois, puis là, de ce que je vois, là, il commence à avoir de la négociation quand même assez agressive, assez que je suis agréablement surprise. Donc, est-ce que c'est un bon moment pour vendre pour ceux qui veulent vendre? Bien, s'il y en a qui veulent absolument vendre en ce moment, mettez votre clinique sur le marché, puis si vous avez une offre qui vous convient, allez-y. On en voit des offres intéressantes passer, là, des transactions qui se négocient de façon très intéressante. Oui. Mais de mon point de vue d'évaluateur, c'est sûr que c'est moins risqué, ça serait moins risqué d'acheter quand tout ça va être passé parce que quand on achète des flux de trésorerie futurs. Puis là, bien, on a une grosse incertitude face à la prochaine année, face à nos flux de trésorerie futurs. Donc, tantôt, on parlait de contrôler le risque versus le rendement versus le prix. Bien, ici, on a un gros élément d'incertitude, mais ça n'a pas l'air d'arrêter tant que ça le marché. Donc, c'est bon. Ben, je confirme. En fait, je confirme ce que vous dites parce que j'ai beaucoup d'acheteurs qui me contactent pour savoir s'il y a des cliniques sur le marché dans l'Outaouais ici. Oui, donc, comme ça partout au Québec. Ah oui, c'est pareil. Okay, oui, parfait. Oui, bien, partout, Montréal aussi, Québec aussi. Oui, je vois quand même, ça reprend là, depuis cet été. Ça a été tranquille cet automne, mais depuis cet été, là,
on voit que l'activité reprend. Donc, c'est le fun parce que c'est excellent. c'est une bonne nouvelle. Oui. Très bonne nouvelle, effectivement. Oui. Je vais juste faire un petit rappel. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Écrivez-nous sur la barre commentaire. On va vraiment répondre à vos questions. Puis, si vous aimez vraiment le sujet de ce soir, moi, je vous invite à partager ce live avec vos collègues et vos amis. Partagez au plus grand nombre, s'il vous plaît. Et j'aimerais savoir les pouces si vous aimez tout ce qu'on dit ce soir. Là, j'ai ici une question de Samy Jemois qui dit « Pour vendre, est-il préférable d'être incorporé? C'est quoi le prix de vente idéal? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? » Bon, il y a 2 questions là-dedans. La première, est-ce que c'est mieux s'incorporer? Ça, c'est officiellement, c'est le fiscaliste qui va trancher si c'est mieux de s'incorporer ou pas. Il y a dans la majorité du temps, pour profiter de l'exonération du gain en capital, c'est mieux de s'incorporer. Mais j'ai vu des situations où des fiscalistes m'ont dit, ici, dans la situation, on ne l'incorporera pas, on a calculé ça, puis c'est mieux comme ça. Donc, c'est vraiment le fiscaliste qui va trancher. Et puis, pour répondre à la question, les règles du pouce, c'est ça. Est-ce que le chiffre d'affaires? Oui, effectivement, il y a des règles du pouce autour du chiffre d'affaires. Je vous dirais que ce qu'on voit actuellement, ça va tourner entre 0,7 et 1,3 du chiffre d'affaires peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'on va être en bas du chiffre d'affaires? Bien, si on génère une moins grande rentabilité, si nos facteurs de risque sont plus élevés, s'il y a plus d'incertitudes reliées au futur économique de la clinique. Puis, à l'inverse, des cliniques où tous ces facteurs-là sont très positifs, on peut dépasser le chiffre d'affaires. Mais effectivement, c'est une règle du pouce qu'on entend souvent dans l'industrie, donc vous n'avez pas tort, docteur. C'est parfait. Je regarde si j'ai d'autres questions ici. Je passe, en terminant, docteur Babin, est-ce qu'il y a encore des fausses croyances quant aux dépenses qu'on peut engendrer dans une clinique dentaire? Oui. Ben ici, j'ai présenté quelques petits mythes relatifs aux dépenses. Il y en aurait plusieurs, mais bon, on commence par ça. D'accord. Puis, on peut mettre la dernière diapositive. La 13, oui. Parfait. Donc, j'entends, ça, c'est j'ai décidé de mettre ça ce soir, c'est des choses que j'entends réellement, puis je me suis dit, bon, mais ça va être intéressant de... Vous êtes un expert du terrain, fait que ça, c'est la meilleure des choses, vous êtes la meilleure. Donc, le fameux, je ne vais pas me verser de salaire parce que ça va augmenter ma rentabilité et donc ma valeur. Ça, c'est complètement faux parce que quand on fait l'évaluation, l'analyse financière, on va s'assurer de rendre toutes les données financières le plus représentatives et reproductives du futur. Donc, tous les éléments discrétionnaires, on les élimine, tous les éléments non récurrents, on les élimine, mais également, on va s'assurer que tous les producteurs, tous les dentistes aient un salaire autour du marché. Si j'évalue une usine, puis que le directeur, qu'il n'y a pas de directeur de l'usine, c'est le propriétaire qui fait toute la gestion, qui est le CEO de l'usine, puis qui ne se verse pas de salaire, bien, quand on fait l'évaluation, on sait qu'un directeur d'usine va gagner, je dis n'importe quoi, 150 000 $. Bon, bien, on va ajuster un salaire de 150 000 $ parce que c'est ce que gagnerait un directeur d'usine. C'est la même chose dans le dentaire. On va donner un salaire à tous les producteurs parce que si je me mets dans la peau d'un investisseur qui achète une clinique, bien, je vais devoir payer tous mes dentistes, puis ça va rentrer dans mes frais d'exploitation. Donc, peu importe le salaire qu'on se verse, qu'on ne s'en verse pas, qu'on s'en verse beaucoup, nous, on va tout ajuster ça en fonction du taux du marché. Donc, si on ne s'en versait pas, on va en rajouter un. Si on s'en versait trop, on va en enlever, puis on va équilibrer ça. Deuxième point, j'ai eu une intervention chirurgicale et j'ai dû arrêter de travailler temporairement. Donc, ce n'est pas un bon moment de vendre puisque ma valeur a diminué. Comme je disais, on élimine les événements non récurrents. Donc, c'est sûr que si vous avez eu une année où vos chiffres sont terribles parce que vous avez justement eu une intervention chirurgicale, vous n'avez pas travaillé pendant 3, 4, 6 mois, le dentiste qui vous a remplacé était 2 fois plus lent et la valeur a diminué, le chiffre d'affaires a diminué drastiquement. Mais vous allez continuer à payer tous vos employés. Donc là, vos marges bénéficiaires cette année-là ont pris un sérieux coup.
ben, c'est sûr que nous, on va accorder une pondération très faible ou nulle à cette année-là. On va peut-être même pas la considérer du tout parce que ce n'est pas une année représentative de ce qu'on va générer dans le futur. Et dernier point, l'immeuble dans lequel est située la clinique m'appartient, donc je vais me charger le loyer le plus bas possible afin d'augmenter la rentabilité et par le fait même ma valeur. Ça, tout ce qui est relatif à l'immeuble, moi, j'essaie toujours de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc, si le dentiste me dit je veux garder le loyer, je veux garder l'immeuble, je vais vendre ma clinique, puis je vais charger un loyer, comme ça, ben moi, je vais avoir l'immeuble à ma retraite, puis ça va me faire un petit sideline. Ben, c'est parfait. Quel loyer vas-tu charger au prochain acheteur? Parce que c'est ce loyer-là qu'on va mettre dans les chiffres, parce que c'est ça qui est représentatif de la réalité. Le prochain acheteur, lui, il va avoir un loyer à payer, puis il est connu, puis c'est avec ça qu'on va travailler. Au même titre que si l'immeuble est vendu avec la clinique, ben là, on va essayer de s'ajuster pour toujours ce qui est le plus représentatif du futur. Donc, voilà, c'était quelques petits mythes que j'entends souvent. Vraiment très intéressant, Dr. Babin. Là, je vous remercie énormément. Alors, il nous reste quand même quelques minutes. Alors, si vous avez encore des questions, gênez-vous pas. On va pouvoir poser à notre expert de ce soir. Je vais quand même placer votre carte d'affaires pour que les gens puissent prendre en note vos coordonnées. Et j'aimerais vous laisser nous savoir votre site web. Oui, notre site web, babinconsultant.com. Donc, vous retrouverez nos services, notre équipe, pour toute question, nos coordonnées. C'est parfait. Moi, il va me rester juste à vous remercier, Dr. Babin. Vous étiez vraiment exceptionnelle et formidable et généreuse au niveau de l'information. Merci beaucoup pour l'opportunité. Oui, merci de votre disponibilité. Puis j'espère que vous avez aimé l'expérience de Facebook Live. Oui, j'ai pas trop vu ce qui se passait n'ayant pas Facebook, là, mais en tout cas, j'ai pas trop eu l'impression de parler toute seule chez moi. Ça va bien. Non, c'est une très belle expérience. Puis, vous pouvez après ça aller lire les commentaires. Puis, s'il restait des questions que j'ai échappées, bien, vous pouvez retourner puis y répondre à toutes les questions de tout le monde. Je vais juste arrêter l'écran ici pour que je puisse vous voir en direct. Et voilà. Je vous remercie énormément de votre disponibilité et de toute l'information que vous nous avez partagée ce soir. Je vais vous laisser dire un dernier mot à tout le monde qui nous écoute. Puis qui vont vous recruter parce que j'ai eu plusieurs personnes qui vont me dire « Ah, je travaille ce soir, est-ce que ça va être enregistré? » J'aimerais juste vous dire oui, ça va être enregistré, ça va être dans la section vidéo de la page Facebook de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Bien, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci tout le monde d'avoir pris votre jeudi soir pour venir nous écouter. Donc, après une journée de travail, c'est pas toujours évident c'est ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est des sujets complexes, des sujets qui nous touchent. Je l'ai dit tantôt, la clinique dentaire, c'est le bébé des dentistes. Donc, il faut être bien entouré, il faut prendre des décisions réfléchies, objectives. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça va nous faire plaisir de vous aider dans votre processus décisionnel. En tout cas, vraiment des bons compliments. Dr. Sylvain Giroux, il dit « Awesome les filles, très bien ciblées. » Geneviève Lavalette dit « Félicitations mesdames, très professionnelles, très instructives. » Merci. J'ai Samy Jamal qui me dit « Merci, très instructif. » Manon Landry, merci. Joyce dit « Patria, merci. » En tout cas, Marie-Léna, elle dit « Merci. » Moi, il va vraiment il me reste juste le temps de dire merci à tout le monde qui nous suit et qui nous ont écoutés ce soir. J'aimerais aussi mentionner que tout ce travail que je fais, là, ben derrière ça, il y a quand même une équipe. Puis particulièrement, je vais remercier ce soir Marie-Héléna, mon assistante qui m'assiste dans tous les lives et grâce aussi qu'elle assiste tous les lives puis qui m'aide à réussir mes rencontres avec les professionnels que j'invite. Toujours des professionnels de renom, comme ce soir, vous avez vu comment notre expert dans l'évaluation est pas mal compétente. Alors, je vous recommande fortement de la contacter. On peut mettre ses coordonnées aussi dans le commentaire pour que vous allez pouvoir tout avoir ses coordonnées sur ce Facebook Live-là. Alors, merci beaucoup pour tout. Puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.